Gal Gadot joue la victime, Quentin Tarantino dit n'importe quoi, Netflix viennent de perdre très gros et Will Smith était jaloux. On parle des actualités cinéma et séries de la semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc qui est fait pour les cinéphiles et je pense que vous allez adorer. Le partenaire officiel de cette vidéo est ma Cinébox, une offre faite par des passionnés de cinéma pour des passionnés de cinéma. C'est une box mystère que vous recevez chaque mois directement chez vous. Vous avez le choix entre deux Cinébox. Vous avez d'abord la Cinébox mystère. Elle contient 8 à 10 produits d'une valeur de 55 à 70 euros. Posters, goodies, DVD, Blu-ray ou même des invitations et des places à des festivals de cinéma. Et à chaque fois, c'est sur un thème secret. Une époque de cinéma, une saga ou plein de choses comme ça afin de vous motiver à découvrir des choses en lien avec le monde du cinéma. Il y aura même un magazine qui s'appelle Hors Champ dedans qui va contenir des interviews de personnes un peu de l'ombre, comme par exemple un monteur qui a travaillé sur un film connu, mais qu'on met moins en avant dans les médias traditionnels ou même sur les réseaux. Et de l'autre côté, vous avez la Cinébox Gourmand, qui cette fois-ci ne contient que des snacks, c'est pour ceux qui aiment bien les friandises devant un film. Ce sont des friandises exclusives qui viennent d'autres pays. Cette fois-ci, il n'y a pas de thème mensuel, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour les gourmands, pour ceux qui ont envie de profiter de nourriture devant des œuvres, et c'est une valeur minimum de 50 euros. Et vous avez 2 fois plus de snacks que dans la box classique mystère, et ça sera un vrai tour du monde des saveurs. L'objectif est de vous faire plonger dans le monde du cinéma, de vous faire découvrir des œuvres et des produits associés. Je connais déjà le contenu de la première box mystère et je pense vraiment qu'il va vous plaire. Précommandez dès maintenant l'une des 300 Cinébox disponibles en édition limitée avant le 1er septembre. Le prix est de 39,90 € par mois, mais si vous la commandez avant le 1er septembre, vous allez l'avoir pour 29,99 € tout le long de votre abonnement. C'est sans engagement. Donc à vous de décider et foncez sur l'offre. La première actualité concerne le teaser de Kaamelott volet 2 et honnêtement, je n'aime pas du tout ce que je vois là. Ça a l'air très cheap, vraiment téléfilm TF1++. Entre guillemets, j'ai pas du tout aimé le premier film, donc de base, je vais pas aimer le deuxième, je pense. Bah, j'irai le voir tout de même, on sait jamais, par curiosité, sur un malentendu, ça pourrait potentiellement le faire, mais ce que j'ai vu là montre vraiment ce que je n'aime pas dans le cinéma français, qui essaie de faire du haut budget, mais sans budget, sans forcément la mise en scène qui va avec. Ça m'intéresse pas. Les fans de Kaamelott, j'imagine que vous allez kiffer, voilà, je pense, hein, vraiment, mais moi qui n'ai pas aimé le premier film, je vais pas aimer celui-ci, je pense. Mais encore une fois, j'espère avoir tort, j'espère prendre une petite, pas claque, mais au moins être diverti le 22 octobre lorsque le film sortira. Dites-moi les fans de Kaamelott si ça vous plaît ce que vous avez vu là, parce que moi, ce que je vois là, ça sent le cheap, quoi. Enfin, ça sent mettre le truc téléfilm qu'on voit tout le temps au cinéma français avec un peu d'effets spéciaux et ça me saoule. Et si on parle de cinéma français, j'ai envie de parler d'un truc qui m'agace beaucoup, c'est que j'ai beaucoup parlé de cinéma hollywoodien et d'intelligence artificielle parce que c'est eux qui l'utilisent beaucoup pour faire n'importe quoi, mais en France on n'en parle pas assez et je pense qu'il faut en parler. Et j'ai envie de faire un gros coup de gueule parce que ce mois-ci j'ai vu Rapace que j'ai conseillé, je me suis dit Rapace c'est un bon film, j'en ai fait une critique, mais c'est que Rapace, j'ai oublié de le dire dans ma critique, commençait avec un générique full IA. Le générique de Rapace, et lorsque j'ai vu le film, je me suis fait la remarque, mais j'ai oublié de le noter, j'avoue, c'est ma faute. Je me suis dit, c'est pas possible, le générique, on dirait l'IA. Et c'est de l'IA, hein. Rapace, c'était ce film-là, hein, pour rappel. Et j'ai aussi vu hier le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, et il y a une scène que j'ai prise ici, où il y a un vieux deepfake dégueulasse sur Sylvie. Alors, elle a donné l'autorisation, elle est dans le film d'ailleurs, l'actrice, enfin la chanteuse, peu importe. Et il y a une scène comme ça, qui a vraiment explosé le film, quoi, qui a gâché le film parce que c'est dégueulasse, c'est immonde et il aurait marché en contre-champ juste avec sa voix. Mais non, ils l'ont montré comme ça et c'est vraiment un passage absolument désastreux de l'œuvre. Et cette mode de l'IA dans les films français, on en parle moins, on gueule sur Hollywood et tout, mais il faut gueuler sur la France aussi, quoi. Il y a un moment, faut gueuler, quoi, faut se dire c'est pas possible. Enfin, le générique de Rapace, j'ai pas réussi à trouver des images, il est pas encore sorti en VOD ou quoi, mais je vous jure, il est fait par IA, quoi. C'est horrible. Je sais pas si tout le texte est fait par IA, si c'est que le montage ou juste les images de détective, mais franchement, ça m'a fait un petit choc. J'aurais aimé en parler de manière négative dans ma critique, mais j'ai complètement zappé parce que le film est bien, en fait. Ça, le souci, c'est que le reste du film est vraiment bien et divertissant. Cette scène, littéralement, au diner était cool. Plus on va avancer, plus il y aura de films français qui vont utiliser l'IA et personne n'en parle en France. Donc moi, je suis là hein, pour les coups de gueule contre l'IA générative à la con. Encore le délire, hein, Sylvie Vartan, je peux comprendre un peu parce que c'est un deepfake, c'est un outil l'IA, c'est pas l'IA générative, mais c'était tellement dégueulasse dans le film que ça te fait sortir vraiment du film. Là, c'est clairement l'IA générative. Et ça m'énerve. Alors confirmez-moi hein, si quelqu'un a bossé sur Rapace, si quelqu'un sait si c'est vraiment l'IA le générique, mais quand je l'ai vu et j'y pense, ça me saoule. Et je me suis dit, ok, c'est peut-être un truc comme ça dans le cinéma français, mais de plus en plus de films vont le faire, et il faudra gueuler contre ça, et je le ferai, je serai là pour ça, ok. Voilà. Il y a eu la bande-annonce de Rabbit Trap avec Dev Patel, qui a l'air pas mal.
Film d'horreur, psychologique, tu sais pas si c'est un truc surnaturel ou pas. C'est vraiment d'être prenant par rapport à ce couple, par rapport à ce qu'ils vivent, en même temps huis clos dans la forêt. Rabbit Trap, j'espère qu'il sortira en France parce que ça donne envie de le découvrir. Ça peut être vraiment bien et je suis content quand Dev Patel a des rôles principaux parce qu'il n'y en a pas beaucoup et il doit vraiment se donner à fond pour les avoir. Il en parlait souvent en interview à quel point c'est dur pour un homme qui a des origines indiennes, si je dis pas de bêtises, pour lui en tout cas sud-asiatique, de trouver des rôles principaux. Donc je suis content pour lui, il le mérite. Et j'ai hâte de voir son prochain film qu'il réalise, écrit, qui est prévu pour l'année prochaine. Si on parle de films d'horreur, entre guillemets, c'est Scary Movie 6. On a une confirmation que Regina Hall et Anna Faris seront de retour au casting et je pense que c'est une bonne chose. Elles étaient vraiment géniales dans les premiers films et j'ai hâte de les revoir et de découvrir le prochain. Je les ai pas tous vus, je crois, je suis même pas sûr, mais de toute façon, avant la sortie de Scary Movie 6, je vais tous me les remater et je suis content parce qu'elles étaient vraiment drôles dans plein de scènes de cette saga et elles seront évidemment de retour. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très très drôles avec la nouvelle vibe horreur qu'il y a dans le cinéma américain avec l'Elevator Horror depuis quelques années. Je pense qu'ils peuvent parodier ça vraiment très bien. Alan Tudyk, que vous connaissez pour plein de rôles, que ce soit Firefly, Serenity, mais beaucoup de rôles où il donne sa voix ou de manière générale en motion capture, comme ici dans iRobot. Il faut savoir qu'il a été complètement mis de côté du marketing d'iRobot parce que les fans, vous savez, ils font des séances tests aux États-Unis du film. Les fans et les spectateurs qui ont été testés adoraient plus le personnage d'Alan Tudyk que le personnage de Will Smith. Et vu que c'était Will Smith la star à l'époque, il voulait mettre en avant Will Smith plus qu'autre chose. J'imagine que Will Smith était jaloux que Alan Tudyk soit plus apprécié par les gens. Du coup, il a été complètement éclipsé de la campagne marketing. Il en a quasiment pas fait et personne ne savait qu'Alan Tudyk était le fameux robot d'iRobot. iRobot, moi, c'est pas un film que j'aime bien, mais de manière générale, Alan Tudyk, c'est un acteur qui s'est tellement donné à fond, que ce soit en termes de voix, de doublage, de motion capture. Il est partout, hein. Je veux dire, il est dans Superman récemment. Il est vraiment partout. Il bosse constamment. Il fait plein de séries, plein de films et tout. Il mérite d'être mis en avant parce que c'est un vrai talent. Mais malheureusement, vu que Will Smith devait être la star, ça ne s'est pas fait. Il avait beaucoup de rancœur envers les studios de manière générale. Je peux comprendre, je veux dire, c'est la star du film, hein. C'est lui qui a vendu le film aussi, c'est le robot, c'est pas que Will Smith, donc il méritait de partager un peu ça, mais ce n'était pas le cas malheureusement, et c'est une vraie injustice, et je suis d'accord avec lui, il méritait bien mieux. Terrence Stamp nous a malheureusement quitté récemment, vous le connaissez peut-être pour le rôle de Zod dans Superman, il a joué récemment dans Last Night in Soho, Star Wars 1, La Reine du Désert, Priscilla, bref, il a une carrière assez dingue, il nous a quitté à l'âge de 87 ans, si je dis pas de bêtises, donc il repose en paix. Une pensée à sa famille, une pensée à ses amis. C'était un acteur qui a marqué quand même une énorme génération, donc on pensera à lui. Tom Cruise a refusé de recevoir une récompense, la Kennedy récompense, voilà, Award, par Trump, apparemment par souci d'agenda. Et je pense que Tom Cruise, il fait un truc intelligent, qu'il soit trumpiste ou pas, peu importe, mais il refuse de s'associer à des partis politiques afin de mieux faire marcher sa boîte, tout simplement, afin de faire son travail de producteur, afin de faire son travail littéralement d'acteur et tout. Donc c'est bien qu'un acteur comme ça ne s'associe pas. Alors il aurait pu s'associer, hein. Moi, s'il s'associe à quelqu'un avec une bonne cause morale, pas Trump, hein. Trump c'est un fils de pute, mais s'il s'associe à quelqu'un qui est ok, pas de souci. Mais c'est bien d'un point de vue business ce qu'il fait là. Il a d'ailleurs soutenu, hein, rappelez-vous, son agent ou quelqu'un qui bossait pour lui, je ne sais plus exactement, lorsqu'elle s'est fait virer parce qu'elle soutenait la Palestine, il est allé dans les bureaux de l'agence qu'il a viré, il a dit non, elle reste. Donc quand même, on voit qu'il est investi dans certaines choses et peut-être en tout cas dans la liberté d'expression. Donc je pense que c'est une bonne chose et ça aurait été mal vu, très mal vu de recevoir une réponse par Trump. Encore, ça aurait été un républicain de l'époque, vous savez, Mitt Romney, des choses comme ça, il y a 20 ans, pourquoi pas. Mais là, le monde a changé. On ne peut plus être copain avec des extrémistes comme ça, donc c'est très bien que des acteurs comme Tom Cruise ne fassent pas ce genre de truc. Mais si on avait des républicains qui étaient moins extrêmes que Trump, ceux de l'époque, je pense que ça aurait été plus ok, entre guillemets. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et c'est bien qu'ils fassent ça de manière générale. Moi, j'ai jamais rien contre les célébrités qui ne disent rien politiquement, mais je respecte plus les célébrités qui sont du bon côté de l'histoire et qui en parlent aussi. Mais dans les deux cas, ça me dérange pas. Sauf si c'est du mauvais côté, parce que clairement, là, c'est le mauvais côté. On peut dire ce qu'on veut, c'est une très mauvaise chose, ce que fait Trump et qui l'est de manière générale. Weapons, en termes de box-office, cartonne, hein. Déjà 150 millions dans le monde, c'est une très très bonne chose, budget de 38 millions. Donc même avec le marketing, c'est déjà rentabilisé. Il va peut-être même s'arrêter aux alentours de 250 millions, comme je l'avais dit dans ma critique. Donc c'est une très bonne chose. Et il n'y a qu'une chute de 43% aux États-Unis
c'est un bon bouche à oreille, ça fait plaisir. Le film, je pense, le mérite pour la proposition que c'est, même si je ne l'ai pas adoré. Je pense qu'il faut plus de films comme ça et c'est cool qu'il cartonne à ce point. Zack Cregger est au sommet du monde et il le mérite pour son travail. Si on parle d'Amazon, on a deux images. L'une concernant Fallout saison 2 qui sort ce décembre. On a première image de New Vegas avec cette affiche. J'ai hâte parce que Fallout New Vegas pour moi c'est le meilleur Fallout et avec le 2. Et c'est un jeu que j'adore et j'ai hâte de le voir entre guillemets adapté en série télé. Je pense que ça peut être extraordinaire. Et on a aussi les premières images de Vought Rising. Vous savez, le spin-off de The Boys durant ou après la Seconde Guerre mondiale concernant Vought et la création de Vought. Je pense que ça peut être bien, je pense que ça peut le faire, j'ai hâte de voir ça. Même si c'est évidemment ironique que Amazon fasse autant de spin-off d'une œuvre qui critiquait énormément les spin-offs. Mais c'est comme ça, c'est le capitalisme, qu'est-ce que vous voulez faire? Ça a toujours fonctionné comme ça, on en parlera dans une vidéo dédiée si vous voulez de cette hypocrisie des entreprises comme Disney, Amazon qui critiquent littéralement ce qu'elles font constamment. On a Boyd Holbrook, un acteur que j'aime beaucoup, qui va rejoindre Omar Sy dans la série Tyler Rake. Qu'est-ce qui se passe quoi? Une série Tyler Rake, déjà que les films sont pas dingues, alors une série Tyler Rake ou en VO Extraction, ça m'intéresse pas du tout. Encore content pour Omar Sy qui trouve du travail à Hollywood, c'est bien, mais de manière générale, Boyd Holbrook, j'aurais aimé le voir faire autre chose que ça. Je pense que c'est un bon acteur qui mérite plus, mais malheureusement, il va s'enfermer au moins pendant une saison dans un Tyler Rake spin-off série à la télé, quoi. Ça, je comprends pas et je pense que ça va tous nous saouler. Par contre, Netflix a perdu très gros avec les Duffer Brothers. Les Duffer Brothers, ce sont ceux qui ont créé Stranger Things. Ça fait quoi, 10 ans qu'ils bossent sur Stranger Things. La fin de Stranger Things arrive là, maintenant, en décembre. Et ils ont décidé de quitter Netflix. C'est une grosse perte parce que les Duffer Brothers sont la chose la plus importante, entre guillemets, de l'histoire de Netflix. Ils ont créé le projet le plus rentable et le pilier, le fer de lance de l'entreprise. C'est le seul projet qui a adoré, qui cartonne. C'est encore top 1, peut-être Squid Game l'a dépassé, mais c'est vraiment un projet qui à chaque fois explose les records, qui est adoré par les gens. Et lorsqu'on pense Netflix, on pense Stranger Things. Mais ils ont quitté Netflix. Pourquoi? Parce que leur prochain projet va se faire chez la Paramount. Et ce qui a vraiment scellé le deal par rapport à Netflix, c'est que la Paramount va sortir leur prochain projet au cinéma. Chose que Netflix ne va pas faire. Donc Netflix ont perdu les auteurs qui ont fait que Netflix aujourd'hui cartonne, car ils ne voulaient pas sortir un film au cinéma. Rendez-vous compte de ça. La Paramount a dit « Ok, venez, on vous donne la thune, on vous donne la sortie cinéma, allez-y ». Et Netflix aujourd'hui, avec Apple malheureusement, mais Apple ils font encore quelques sorties cinéma, sont les seuls à ne pas faire de sortie cinéma. Paramount le fait, Max ou Warner forcément le fait, toutes ces choses-là. Là, ils viennent de perdre vraiment un pilier pour eux, juste parce qu'ils ne voulaient pas faire des sorties cinéma. Pourtant, l'année prochaine, ils font Narnia en sortie cinéma. Est-ce que Narnia sera une exception? On verra bien. Mais je trouve ça ridicule, stupide et c'est bête. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire chez la Paramount parce que la Paramount a très bien fait de les récupérer comme ça. Ryan Reynolds a confirmé que Deadpool sera dans Avengers Doomsday, mais qu'il ne rejoindra pas les Avengers en tant qu'équipe. Bon, c'est prévisible. Écoutez, de toute façon, dans Doomsday, il y aura tout le monde. Et dans Secret Wars, il y aura tout le monde plus. C'est-à-dire que dans Secret Wars, il y aura vraiment tous les héros Marvel qu'on a vus de l'histoire des héros Marvel. C'est comme ça, on est prêt. Mais on sait très bien que ces deux projets-là sont faits pour la nostalgie plus qu'autre chose et ça va tous nous saouler, on est d'accord sur ça. J'ai envie de parler un peu de Warner et d'Idris Elba qui devrait revenir en Bloodsport parce que James Gunn veut le voir de retour, mais il ne sait pas encore comment. Mais c'est un objectif pour James Gunn. Je suis content parce que The Suicide Squad, c'est pour moi le meilleur film de James Gunn. Idris Elba, c'est un acteur qui est génial et qui mérite de bons films, de bonnes œuvres de manière générale. Et son personnage était cool, donc j'ai hâte de voir ça. C'est qu'au-dessus de parler de Superman, donc c'est James Gunn qui est en train d'écrire la saga Superman. On ne sait pas si ce sera Superman 2, Superman et Supergirl, on n'en sait rien. Mais il est en train d'écrire la saga Superman et je pense que c'est une bonne chose. Il a dit que le script est bientôt fini et qu'il veut commencer le tournage bientôt. Donc il veut sortir un Superman tous les 2 ans, 2 ans et demi, j'imagine. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et surtout, je vous avais dit il y a quelques semaines que Superman est sorti en VOD aux États-Unis le 26 août. En tout cas, il devait sortir à ce moment-là. Mais au final, il est sorti ce vendredi. Pourquoi ? Pour avoir la sortie de Superman avant Peacemaker saison 2 qui sort ce jeudi et il voulait que tout le monde soit à jour sur ce qui se passe dans le DCU vu que Peacemaker est littéralement la suite de Superman. Donc je pense que c'est une bonne chose parce qu'en termes de VOD, ils vont se faire plein d'argent. Il y a plein de gens qui achètent Superman en VOD et ça va encore faire sûrement des dizaines de millions, chose qui au box-office n'aurait pas forcément fonctionné pareil. Et on l'a vu depuis la sortie VOD, le film au box-office s'est cassé la gueule. Je veux dire, il est disponible en ligne en 4K Dolby Vision, il est disponible en VOD à l'achat. Voilà, le film forcément allait se casser la gueule. Mais de l'autre côté, la Warner se dit, ok, on n'allait peut-être pas refaire 50, 100 millions dans les dernières semaines d'exploitation, mais en VOD, on peut se faire beaucoup d'argent parce que c'est 30 balles
la VOD comme un Blu-ray, hein, donc attendez plutôt la sortie Blu-ray qui sera en septembre aux États-Unis, ce qui est un peu bête, mais c'est comme ça, et chez nous en novembre, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont sorti plus tôt, et c'est pour ça que le film est disponible maintenant en ligne partout. On a aussi Ian McKellen qui a confirmé que son personnage de Gandalf et le personnage de Frodon seront dans The Hunt for Gollum, qui commence son tournage en mai, pour une sortie en décembre, normalement, en 2026, ou peut-être ils l'ont décalé, je sais plus, à mai 2027. Mais en tout cas, voilà, les deux acteurs sont de retour. Il n'y a pas de confirmation officielle de la part de la Warner pour l'instant et de New Line, mais Ian McKellen l'a dit, donc c'est quasiment sûr qu'ils seront de retour. On verra ce que ça va donner. Moi, j'y crois pas des masses parce qu'Andy Serkis, pour moi, c'est pas un réalisateur qui a le talent pour ce genre de projet, mais on verra bien, ça peut être intéressant. On verra s'il sera en une ou deux parties au final, parce qu'il y avait des doutes par rapport à ça. Bon, j'ai un peu hâte, entre guillemets, parce que j'adore la Terre du Milieu, mais en même temps, honnêtement, j'ai pas envie de voir ce genre de projet. On verra bien qu'il y aura plus de marketing. Pour les sorties de la semaine, on a Peacemaker saison 2 qui sort ce jeudi. Je ferai pas la critique semaine par semaine, mais je ferai la critique à la fin de la diffusion, j'imagine, en octobre. On a Inimini qui sort du coup sur Disney+, film de braquage qui a l'air pas trop mal. On verra ce que ça donne. On a Alpha de Julia Ducournau que j'ai hâte de voir parce que Titan est grave, mais apparemment le film est nul. Ça sort au cinéma et j'irai le voir. Pas de critique, mais j'en parlerai peut-être en une vidéo la semaine prochaine ou un truc comme ça. À voir. Valeur sentimentale aussi sort ce mercredi. J'irai le voir en salle évidemment. On a le rituel avec Al Pacino et Dan Stevens que j'irai pas voir. Je pense, ça m'intéresse pas des masses. On a la nuit des clowns qui m'intéresse pas du tout non plus. Mais voilà, pour les fans d'horreur, vous avez deux projets d'horreur qui potentiellement pourraient être bien. Mais pour les ressorties cinéma de films cultes, il y a Princesse Mononoke qui commence à être diffusée un peu partout en IMAX. Et on a aussi Barry Lyndon qui sera diffusé un peu partout en version 4K. Donc ça fait plaisir. On a Quentin Tarantino qui a dit n'importe quoi, hein, pour changer. Il a dit qu'il voulait pas faire son film de movie critic parce qu'il n'allait intéresser personne. Et il voulait pas que ce soit son dernier film. Vous savez, Tarantino, il veut faire 10 films dans sa carrière. Et il a dit que non, de movie critic n'allait pas intéresser les audiences. Tout le monde s'en fiche d'un film sur les critiques de cinéma. Donc fatalement, il va juste faire autre chose et prévoit un autre projet. Visiblement, le tournage va commencer en décembre. Il y a des rumeurs par rapport à ça, mais on ne sait pas c'est quoi le projet pour l'instant. Mais il a dit, vu que le public s'en fiche, je le ferai pas. Je suis personnellement pas fan de cette attitude. Je veux dire, tu devrais faire des films pour le public, ok, mais aussi pour toi. Sauf que ce qui fait chez Tarantino, c'est que c'est son dernier projet, son dernier film. Donc forcément, il veut pas que ce soit un film sur un critique de cinéma. Il veut faire autre chose. Mais si c'est un réalisateur comme tout le monde, parce qu'il les a écrits, hein, ces films, hein, ils sont prêts, entre guillemets, d'un point de vue scénaristique. Si c'est un réal comme tout le monde, il aurait fait le film sur Cliff Booth, qui est fait par David Fincher, il aurait fait le movie critique et il aurait fait un autre film. Mais vu qu'il veut en faire que 10 pour une raison d'ego, de stupidité, eh bien, il fera pas de movie critique et il va préparer autre chose. Je trouve ça ridicule, je trouve ça stupide. J'ai écrit une vidéo sur lui que je dois sortir un jour, j'attends le bon timing pour la sortir, mais je trouve ça complètement con. Voilà, moi je le dis, il fait ce qu'il veut encore une fois, hein, mais je trouve ça risible, et je trouve que c'est un peu anti-art, mais il fait ce qu'il veut, voilà, c'est sa vie. Et il a aussi dit que pourquoi est-ce qu'il a donné ce projet à David Fincher, vous savez, les aventures de Cliff Booth qui sort sur Netflix l'année prochaine, il a donné à Fincher parce que d'après lui, c'est le meilleur réalisateur en activité avec lui. Bon, j'adore Fincher, hein, mais ça fait longtemps qu'il nous a pas mis une claque, David Fincher, même si moi j'ai bien aimé et défendu ses deux précédents films. Cependant, il y a un moment, il faut se dire les choses. Ce ne sont pas les meilleurs en activité, encore moins aux États-Unis. Et surtout, je comprends qu'il fait son marketing pour le film et qu'il dit ça par ego et tout, c'est un peu le jeu, hein, c'est le business et tout, c'est le marketing, je capte. Mais il y a un moment, il faut savoir aussi que tu sors les aventures de Cliff Booth sur Netflix, alors que Tarantino est un fan de cinéma, est un fan de pellicules et tout, il va sortir un film écrit par lui sur Netflix. Je pense que juste il s'en fout de son projet, vu que ce ne sera pas son projet à lui. Donc je trouve ça un peu dommage. Il a dit aussi que son chef-d'œuvre était Inglourious Basterds. Moi je suis pas spécialement d'accord, même si j'aime beaucoup le film, hein, évidemment. Il a dit qu'il était né pour faire Kill Bill, je sais pas pourquoi j'ai dit né comme ça, mais il était fait pour Kill Bill. Et bon, moi j'aime bien Kill Bill, hein, comme beaucoup de personnes, mais son film préféré est Once Upon a Time in Hollywood. Et là je suis d'accord, moi je pense que c'est son meilleur film, le plus maîtrisé. Ensuite j'irai Pulp Fiction et Reservoir Dogs. Donc moi j'adore Tarantino, j'adore son travail, ce qu'il fait. Mais je trouve un peu con sur cette règle, je trouve un peu con sur ce qu'il fait, sur ce qu'il veut dégager par rapport à ça. Donc c'est un peu dommage, il aurait pu faire tous ses films, hein. Il aurait pu, mais il veut pas. Et c'est un peu anti-art, tu vois, parce qu'il veut avoir ce truc en mode, moi je veux faire 10 films et je veux qu'ils soient tous excellents. Déjà, ils sont pas tous excellents, selon d'accord, donc c'est déjà raté. Mais surtout, il a ce truc où il dit, ok, je arrête. Et c'est ok d'arrêter au bout de 10 films. Mais là, tu vois que le mec veut écrire des projets. Tu vois qu'il veut faire des films. Tu vois qu'il veut faire le movie critique. Tu vois qu'il veut faire le Cliff Booth. Tu vois qu'il voulait faire son film d'horreur. Tu vois qu'il voulait faire son Star Trek et tout. Et au final, il va rien faire parce qu'il a le Lego. Alors qu'en tant qu'artiste, il aurait pu faire 1000 choses. Il n'y a aucun réal qui s'arrête de faire par ego. Ça n'existe pas. C'est genre le premier, entre guillemets. Hein. Et c'est dommage. C'est dommage. Il aurait pu donner plus, de manière égoïste, je dis ça, de Tarantino au monde. Et tu vois qu'il le veut.
mais il a cette règle et ça le bloque. Bref, on en parlera un autre jour, hein, j'imagine, de tout ça. Et il y a Gal Gadot qui a aussi dit que Blanche-Neige a échoué car la pression était mise sur les célébrités de critiquer Israël. Alors là, en termes de victimisation, c'est très très fort. C'est peut-être pas elle qui est dans la sauce depuis des années à cause de son soutien, à cause du fait qu'elle ait fait l'IDF et des choses comme ça et qu'elle ait dit des choses horribles par rapport aux Palestiniens. Non, c'est pas ça le souci apparemment, surtout aux États-Unis où ça commence à changer. Le vent tourne. Alors oui, c'est le pays du sionisme, les États-Unis avec Israël, mais le vent tourne énormément, surtout chez les gens qui vont voir des films, surtout chez la jeunesse de manière générale. Donc soutenir Israël aujourd'hui et ce qu'ils font en Palestine n'est pas normal, et grave même. Donc forcément, ça crée une pression et les gens te boycottent, premièrement. Ensuite, on sait tous très bien que Gal Gadot n'est pas apprécié pour son acting. Et il a quelques bonnes performances à droite à gauche, vite fait, mais personne ne l'aime pour son acting. Ensuite, il faut comprendre la conjecture, c'est-à-dire que les films Disney d'animation n'ont pas eu les succès au box-office en termes de live action. Ça dépend, hein, c'est au cas par cas, mais surtout c'était des baignés dans des controverses à la con, dans les nains, dans Rachel Zegler qui en a pris plein la gueule sans raison, alors qu'elle était vraiment en soutien de plein de choses qui étaient normales et légitimes. Et Rachel Zegler est clairement une bonne personne dans ces discussions, mais elle préfère critiquer et se victimiser plutôt que dire oui, peut-être Blanche-Neige, personne ne voulait ce film, peut-être les gens en ont un peu marre des live action Disney, vous allez me dire ouais, Lilo et Stitch ça a cartonné et tout. Peut-être, mais le projet Blanche-Neige était déjà dans un début où il était rempli de polémiques à la con par les anti-woke, par ses extrémistes et tout. En plus, le casting de Gal Gadot n'aide pas. Il y a un moment, c'est un mélange de tout ça. Et je pense que le vrai souci, c'est pas Gal Gadot. C'est pas elle non plus le vrai souci. Mais de se victimiser par rapport à ça, c'est ridicule. Le vrai souci, c'était tout ce qui était fait autour du film, qui n'était pas mauvais en plus. Le film, ça allait, mais les gens l'ont pas vu. Donc c'est un peu con de se victimiser comme ça. Et il n'y a aucune pression de la part des célébrités de parler en mal d'Israël. Au contraire, aux États-Unis, tu peux soutenir Israël et maintenant ça change. Mais avant, tu n'avais pas de problème. Maintenant, heureusement que ça change, heureusement que les gens peuvent critiquer, mais se victimiser comme ça, c'est ridicule. C'est pas à cause de ça que Blanche-Neige a échoué. Il y a plein d'autres facteurs en réalité. Et c'est pas parce que tu soutiens la Palestine que ton film va échouer. Ça n'existe pas, ça. Par contre, l'inverse, on le voit, commence à exister. Et c'est, je pense, une bonne chose. Donc je trouve ça complètement stupide de se victimiser comme ça. Voilà, c'était les actualités cinéma-série de la semaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.